Salut à tous, c'est Mike, bienvenue sur Entre Release, ça me fait très très plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va parler d'un jeu, j'avais énormément aimé le premier scénario, le kit de démarrage même. On va parler de Blade Runner et on va parler des Anges en Feu. Les Anges en Feu c'est quoi? C'est le deuxième dossier, donc le deuxième scénario officiel pour Blade Runner. J'en attends énormément, j'avais beaucoup aimé le premier qui était très proche des films. J'espère qu'on va s'en éloigner un petit peu, on va voir un petit peu le contenu de cette boîte. Le livre de base était ainsi intéressant, j'espère qu'ils vont redresser un peu la barre chez Free League. En tout cas, merci beaucoup si vous nous suivez. Si vous n'êtes pas le cas, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ça vous plaît. N'hésitez pas à défoncer la barre de pouce bleu, ça nous soutient. Ça soutient. L'algorithme de YouTube en ce moment est très très compliqué, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez nous rejoindre la communauté, on a un serveur Discord qui marche bien, avec lequel on s'éclate bien. On a également une chaîne Twitch sur laquelle on fait des lives très régulièrement depuis peu de temps. Et puis on a un Tipeee pour nous soutenir. Vous avez tous ces liens-là dans les descriptions. Allez, on jette un œil à Blade Runner. Alors, je vous mets les deux boîtes côte à côte pour une bonne raison. Déjà pour montrer que le boulot d'Arkane, il est quand même sacrément chouette, même si c'est plein de reflets et c'est super chiant à filmer. Mais surtout, parce qu'on avait une première boîte qui était colossale. Vous vous rappelez, il y avait un contenu énorme dedans. Une boîte extrêmement épaisse. Et en fait, c'est juste pour montrer que sur la deuxième boîte, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin. On n'est pas du tout sur la même échelle. En même temps, voilà, la boîte coûte 10 € de moins, enfin 7,50 € de moins. La première est à 47 €, celle-ci est à 40 si ma mémoire est bonne. C'est ça, 39,90. Et du coup, vous allez voir pourquoi est-ce qu'elle est plus fine. Parce qu'on n'a pas eu besoin de remettre les decks de cartes, on n'a pas eu besoin de remettre les dés. Et il y a d'autres choses aussi qui ont disparu en chemin, vous allez voir. Mais est-ce que c'est grave? On va voir ça ensemble. Allez, on ouvre cette boîte. Déjà, si on veut voir le design, donc on est cohérent. Si vous mettez ça sur votre étagère, au bout d'un moment, ça aura la même gueule que l'autre, donc ça fait toujours plaisir. Là, on détaille un petit peu le contenu. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de contenu que dans la première boîte. Mais au final, on l'achète pour quoi? On l'achète pour avoir un scénar. Donc avec des aides de jeu, est-ce que ça va être le cas? Eh ben on va voir ça ensemble. On y va, Blade Runner, les Anges de Feu. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un petit set de cartes qui sont l'illustration des différents PNJ qu'on va croiser dans la campagne. Je vous ferai une partie spoiler plus tard, donc là on va pas trop spoiler les différents personnages. On a évidemment toutes les petites aides de jeu avec tous les portraits. On verra ça plus tard dans la partie spoilers, on y reviendra. On a évidemment, comme à chaque fois, le petit catalogue de Arcane Asylum Edition. On le connaît par cœur, il est dans toutes les boîtes de jeu. Ensuite, nous arrivons sur le cœur du sujet, le dossier Blade Runner, donc toujours avec la même type de couverture, couverture très brillante, même type de fascicule. Voilà, la mise en page reste la même, vous voyez, il y a les têtes qu'on connaît déjà qui vont revenir. On spoil pas trop, on regarde juste le contenu, je ferai la partie spoiler juste après. Ensuite, on a... Il va falloir que je vide tout ça comme ça, sinon je n'y arriverai pas. On a, hop là, les plans. On a pas mal de plans qui sont assez grands, puisqu'ils sont au format A3, si vous voulez les voir. Pareil, on les regarde très succinctement, on y reviendra dans la partie spoiler. Donc on a plusieurs gros plans, comme vous le voyez, parce qu'on va se déplacer pas mal dans la ville dans ce scénario. Et puis on a évidemment l'enveloppe cachetée classée top secret de l'UDR, dans laquelle il va y avoir hop, tout le reste des aides de jeu. On est sur du papier glacé, c'est ultra quali, sincèrement. Ça fait vraiment plaisir à voir, mais on détaillera ça un peu plus loin. On peut regarder par exemple, hop, un truc qui spoil pas trop, qui apparaît dès le début. Évidemment, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop, le journal. Voilà. Donc ça, c'est toujours plaisir à table. C'est toujours sympa quand on donne ça à nos joueurs. Mais bon, allez. Pour le contenu, c'est un peu tout ce que je peux vous faire sans spoiler. Je vais vous prévenir, si vous voulez pas vous spoiler, allez directement à la critique à la fin de la vidéo. Parce que maintenant, on va rentrer dans le détail de ce qui se passe et de ce qu'il y a dans ce scénario. Attention spoiler, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Alors, Blade Runner, les Anges de Feu, j'ai été assez surpris pour tout vous dire. Parce que comme vous l'avez vu, il n'y a pas de trait tiré. Il n'y a pas tout ça. Donc je me suis dit, bah pourquoi? Eh bien c'est tout simple, tout simplement parce que c'est la suite directe du premier scénario. Et on va être très clair, si vous n'avez pas joué le premier scénario, celui-ci va être beaucoup moins intéressant. Donc, on reprend nos personnages du premier scénario, ceux qui ont survécu ou ceux qui ont fait les bons choix, on va dire, enfin les bons choix, les choix qui mènent pas à une mort ou à une désintégration ou à une annihilation de son Nexus. On va commencer directement par une scène très forte, et ça c'est la grande force du scénario, vous allez voir. Je trouve que le premier scénario, l'histoire était très chouette, je l'ai trouvé très narrativement très sympa en termes de thème, très cool, mais elle était assez proche des films. Là, vous allez voir qu'on s'en éloigne assez rapidement. La scène d'introduction, et du coup, la force de ce scénario, c'est qu'il y en a des scènes qui sont très marquantes dans ce scénario. Ce qui n'était pas trop le cas dans le premier, je trouve. On n'avait pas de scène vraiment marquante, on avait une enquête un peu ouverte dans l'ambiance de Blade Runner. Et là, on a des scènes très marquantes. Donc, la première scène, elle commence
on a la plupart de nos PJ qui sont derrière une vitre sans teint. Il y en a un qui est en train d'interroger une personne pour savoir si c'est un Nexus ou pas. Il va donc lui faire passer un test et ça va dégénérer en bagarre directement. Il va falloir qu'il saute à travers la vitre pour le buter, parce que le mec est super fort, hein, donc on doute pas trop si c'est un Nexus ou pas, vu la force qu'il a. En tout cas, ils vont se retrouver à devoir enquêter sur ce qui se passe. Et sans vous raconter tout le détail de ce Blade Runner, en gros, qu'est-ce qui se passe? Quand je vous dis que c'est la suite directe du premier épisode, en fait, donc, notre chère Lily Tyrell n'est pas morte, contrairement à ce qu'on pensait à la fin du premier épisode. En tout cas, si elle a été tuée dans le scénario du kit de démarrage, ce qui est censé être le cas normalement, en fait, elle n'est pas morte, c'est un répliquant de contrefaçon qui est morte à sa place, qui a pris son apparence. Donc on va la voir réapparaître dans ce scénario-là, et en fait, justement, elle fabrique des répliquants de contrefaçon pour essayer d'aller voir Wallace, pour essayer de lui soutirer tout ce que Wallace lui a volé au moment du démantèlement de Tyrell. Donc on va avoir des répliquants renégats, enfin des répliquants de contrebande qui vont s'installer à des postes clés, notamment, et alors là, gros spoiler, hein, si jamais vous comptez jouer le scénar, c'est mort. Notamment, ils vont prendre la place de ce cher McCoy, qui est un Blade Runner légendaire, et qui en fait, au début du scénario, n'est pas le vrai McCoy, qui est déjà un répliquant qui s'est immiscé dans la police, dans les Blade Runner. Ils vont également prendre la tête de Wallace en remplaçant sa PDG, et notre cher, je vais vous le trouver, hop là, notre cher Nyonder Wallace. Donc ils vont prendre le visage de Quell et de Nyonder Wallace. Donc en fait, nous avons 4 réplicants qui sont dans la nature. Enfin 5 réplicants, puisque le premier qu'on interroge, même s'il va mourir dès le début, en est un également. On en a 5, donc 4 dans la nature, 1 qui est décédé. Et parmi ces 5, il y en a un qui est le répliquant d'un des personnages joueurs. Donc il va s'en rendre compte au fur et à mesure, il va se faire accuser de choses, il peut même passer un moment en prison si ça se passe mal. Mais celui-ci est renégat, celui-ci a décidé de ne pas suivre les ordres de Lily Tyrell, qu'ils appellent Mother, et de faire un peu sa vie pour essayer de trouver sa liberté. On a encore une fois toute une arborescence pour savoir où trouver les indices. Alors je le trouve particulièrement illisible et inutile, mais pourquoi pas. Et on a après toute une gamme de lieux qu'on va visiter pendant cette enquête. Donc évidemment, on va retrouver Coco, le médecin légiste, hein. On a la chance d'avoir beaucoup de personnages qui reviennent du premier scénario et qui viennent directement des films, mais également tous les personnages du premier scénario vont revenir, en fait, suivant ce qui s'est passé dans le premier scénario. Nous allons retrouver l'Aurélien, nous allons trouver toutes ces personnes-là. L'armurier aussi, je n'ai plus son nom. On retrouve encore une fois ces petits encarts d'enquête que les joueurs vont devoir analyser pour pouvoir trouver les indices, pour pouvoir voir ce qui se passe, essayer de voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est cette tête de cheval, il y a ce prospectus, pourquoi est-ce que par terre il y a ceci, et évidemment pourquoi est-ce qu'il y a ce cadavre dans une mare de sang. Et donc on va encore une fois se retrouver avec pas mal de petites aides de jeu, des prospectus, des coupures de journaux, des extraits du mur d'Esper où on voit du coup McCoy est un traître, etc., etc. Donc quand je vous dis que les PNJ du premier scénario reviennent, nous avons donc le rédac chef du magazine Kill, nous avons également l'Aurélien qui va revenir, si jamais il n'est pas décédé évidemment, Doc Badger également qui est toujours là. Et ça fait plaisir parce que du coup ça construit réellement l'univers. Et ensuite quand je vous parlais de scènes marquantes, donc évidemment c'est une enquête ouverte, hein, les joueurs vont faire ce qu'ils veulent. Ils ont évidemment, comme dans tous les scénarios de Blade Runner, un timer, hein, suivant le nombre de joueurs qu'on a. On a un timer des événements, il va falloir qu'ils se bougent les fesses. Chaque fois qu'ils vont se déplacer quelque part, ça vont passer. Donc les journées sont divisées en 4. À chaque fois qu'ils vont se déplacer quelque part pour enquêter, ils vont passer un quart de journée, etc. Il faut qu'ils se reposent régulièrement. Donc il va falloir qu'ils se bougent les fesses, ça va aller assez vite. Et au final, on a des scènes qui vont être marquantes, puisqu'on va se retrouver à affronter évidemment McCoy le Blade Runner, soit dans une course de spinner, soit chez lui au moment où on débarque chez lui. Il va falloir au final qu'on affronte sur la digue. J'essaie de vous retrouver ce passage. Hop là, à la fin, voilà. Sur la digue maritime, dans le bidonville, il va falloir qu'on affronte également des répliquants. Sur un passage qui est très très fort, avec une garde qui est recouverte d'eau, de tempêtes et de vagues gigantesques. Et puis ensuite, on a une confrontation finale qui est extrêmement intéressante, où il y a des choix à faire. Quand on va se retrouver en face de Quell et évidemment en face de Nyonder Wallace.
Et encore une fois dans Blade Runner, on est sur un scénario qui pose des questions. Lilith Tyrell fait des réplicants de contrebande pour récupérer ces informations à elle qu'on lui a volées au moment de la chute de Tyrell. Neander Wallace, légalement, il est protégé par les Blade Runners, il n'a rien fait de mal légalement, mais elle, ce qu'elle veut, Lilith Tyrell, c'est pouvoir faire en sorte que le monde vive mieux, pour résumer ça un petit peu à l'arrache comme ça. En gros, les gens vont devoir faire le choix à la fin. Est-ce qu'ils vont soutenir Lilith Tyrell alors que c'est une hors-la-loi, ou est-ce qu'ils vont prendre le parti de Wallace qui est innocent mais qui fait plus de mal à la société que ce qu'elle propose. Ils vont avoir ce choix-là à faire, ce choix qui est bien amené dans ce scénario, qui fait se questionner avec... d'ailleurs, c'est un truc qui est très très simple, hein, c'est la toute première question, le tout premier interrogatoire, une des premières répliques du répliquant qu'on a en face de nous, c'est quelque chose du genre vous aimez votre travail, à savoir les puissants comme un bon petit soldat. Voilà. On est toujours sur ce thème-là, et pour le coup, on a un scénario qui s'éloigne énormément de ce qui se fait dans les films. Alors oui, on est sûr du répliquant qui s'insère dans la société, qui se cache, etc., évidemment, mais on est sur une enquête qui est beaucoup plus corporatiste que la première. On était sur un drame plutôt humain, à base d'enfants, à base de répliquants et de souvenirs. Là, pas du tout. On est vraiment sur un complot corporatiste. Et je trouve le scénario extrêmement intéressant, même si je le trouve plutôt court. Moi, je pense qu'en 5 heures de jeu, il est bouclé. Alors, ça va évidemment dépendre de ce que vont faire vos joueurs, mais de toute façon, en termes de déplacement, ils vont être limités puisqu'il y a une horloge qui tourne. Et en termes de durée de jeu, il n'est pas si énorme que ça, mais le scénario, je le trouve vraiment très très bon. Passons à la suite. Puisqu'on est dans la partie spoiler, on peut se permettre de regarder un peu toutes les cartes qu'on a. Donc on a l'hôtel Yukon, on a le Runeseeker Zoological, puisque au bout d'un moment, il y a un hibou à retrouver. On a le salon de beauté de Bright Eyes. On a également l'appartement 88F, qui est l'appartement de Ray McCoy. On a également le bidonville de la digue maritime. On a vu la carte tout à l'heure, là où on va affronter des répliquants de contrebande. On en a d'autres. On a évidemment le site exécutif de la Wallace. Et puis on a ces petits journaux. Hop là. Donc le premier est ici. Le deuxième est ici. Alors, il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu. Je vais vous dire ce que c'est. En réalité, dans le scénario, nous avons 2 versions de ce document. Une version pleine page, comme ça, sans déchirure. La déchirure est importante. Et une version avec déchirure, qu'on trouve plus tard. Là, le problème, c'est que dans la boîte, les 2 versions sont déchirées. Les 2 versions sont déchirées ici. Hop, je sais pas si vous voyez. Hop, elles sont déchirées ici, les deux. Et du coup, c'est un peu compliqué, puisqu'on est censé montrer à nos joueurs une version sans déchirure, puisque à cet endroit-là, il y a un indice qui nous mène à un endroit. Donc c'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas... Alors, je sais pas si c'est une erreur. Je sais pas si c'est une erreur dans l'impression ou une erreur dans la... Je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas les 2 versions du document. Allez, on ouvre la boîte classée secret. À l'intérieur, nous avons tout ce qui va être indice. Donc nous avons le flyer de la Wallace Corporation. C'est juste un bête flyers, mais c'est toujours stylé. Il y a le logo. Il est très très beau en termes de design. Ensuite, nous avons évidemment les différents profils de personnages avec des informations que les joueurs vont devoir aller piocher dedans, comme d'habitude. Là, on a son adresse, par exemple, l'hôtel Yukon. Si on ne la lit pas ici, ils ne pensent pas à regarder l'adresse du mec, ils n'iront jamais. Le questionnaire du test d'empathie. Et ensuite, nous avons les différentes illustrations de scènes, les scènes de crime, où ils vont devoir repérer ceci, le cadavre, la plume qui est ici, le prospectus qui est là. Alors à chaque fois, c'est des très belles illustrations, et ce qu'on a trouvé nous saute un peu aux yeux, même si la plume n'est pas évidente à voir, je trouve. Deuxième scène de crime ici, où on va devoir comprendre pourquoi il manque quelque chose ici, dans l'appartement de McCoy. Et là, l'appartement de McCoy, où McCoy, le répliquant, va finir par nous affronter. On voit que la télé est cassée, enfin le mur d'esprit est cassé, etc., etc. Il va falloir enquêter. Et c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas assez? Je ne sais pas, sincèrement. Pour moi, il y a de quoi faire jouer le jeu. Même si, évidemment, l'erreur sur ce journal est quand même vraiment, vraiment, vraiment... En plus d'être un peu bête, c'est dommage parce que, pour le coup, on n'a pas la bonnette de jeu. Et pour jouer le scénario, ça pose un vrai problème. Ça, c'est embêtant, vraiment. Parce que à cet endroit-là, normalement, il y a une pub pour... je vais vous montrer le logo.
Où est-ce que j'ai mis le bouquin? Je ne sais plus. Bah, je vais pas vous montrer le logo parce que je sais plus où j'ai mis le fascicule. Mais en gros, on a une publicité pour Bright Eyes. Attendez, je crois que le logo, on doit l'avoir sur les maps. Pam, pam, pam. On a une publicité pour... Voilà, on a ce logo-là, on a une pub pour Bright Eyes. Et en fait, le répliquant qui va y aller, en fait, l'a déchiré du magazine pour repartir. Ça, c'est le journal qu'on trouve chez McCoy dans l'enquête, quand on va enquêter chez lui, et enfin, à l'hôtel Yukon, pardon. On le trouve là-bas. Et donc, du coup, les joueurs vont se dire, voilà, on va aller chez Bright Eyes, puisqu'il manque la pub par rapport au journal qu'on a eu dans l'introduction du scénario. Et en fait, bah, pas du tout. Pas du tout. Les deux sont déchirés. Et donc, c'est un vrai problème pour la construction du scénario. Donc, il va falloir préciser aux joueurs, au moment où ils le trouvent, que cette partie. Voilà, c'est vraiment embêtant. Ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment embêtant. Alors, ça n'empêche pas de jouer. Hein, on peut toujours s'arranger d'autres manières possibles. Mais c'est un vrai frein parce qu'on n'a pas la bonne aide de jeu. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu, on a fait le tour du scénario. On l'a survolé succinctement, mais il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Après, c'est une enquête ouverte. Ils vont se déplacer à des endroits, interroger des personnes. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire dans la démarche. Par contre, il y a un vrai savoir pour distiller les indices et pour faire en sorte que leur révélation de la fin, alors qui n'arrive pas tout à fait à la fin, parce qu'après il y a les confrontations, etc. Mais au moment de la révélation du twist, ça marche vraiment très très bien. Quand le joueur va croiser son double, ça va être une scène vraiment très marquante, ça c'est sûr et certain. Donc le scénario est très très bon. Reste que c'est 40 € pour une boîte qui fait 6 heures de jeu, mais ça je vais en parler dans la critique juste derrière. Allez, on se retrouve pour la critique tout de suite. Alors, Blade Runner, Les Anges en Feu, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, comme je m'y attendais, enfin, comme je l'espérais, le scénario est vraiment très bon, je le trouve. On a une enquête ouverte sur une bonne partie de la ville, on va aller voir beaucoup d'endroits différents. Sans spoiler, c'est une enquête avec des scènes très fortes, qui a une approche assez différente du premier, où on avait un drame qui était quand même assez intimiste, hein, même si on touchait quand même des corporations, tout ça. On avait quand même un drame assez intimiste sur une relation mère-fille, sur des souvenirs, etc. Là, on est sur une enquête beaucoup plus à grande échelle, on va dire. Le souci que j'ai, c'est pas la qualité du scénario, parce que le scénario est très bon. Il s'inscrit bien dans la continuité de la gamme Blade Runner. Le souci que j'ai avec cette boîte, c'est que le scénario, il va durer 5-6 heures. Et aussi bon soit-il, on a une boîte à 40 € avec un scénario à 5-6 heures dedans. Est-ce que c'est dérangeant? Sur un kit de démarrage, c'est pas dérangeant. On a les dés, on a plein de choses. Là, moi, je trouve pas ça extrêmement dérangeant, mais il y a des gens qui vont pouvoir se dire 40 € c'est pas rien. Est-ce que je veux me mettre 40 € dans une boîte sur laquelle je vais pouvoir jouer une soirée? Ou est-ce que je vais mettre 40 € dans un bouquin qui va me permettre de jouer pendant 200 heures? Voilà, c'est la question qui va se poser. Mais de toute façon, la promesse, c'était d'avoir un scénario un peu comme les scénarios d'Alien, sauf qu'il sera plus court, avec une boîte où on peut jouer tout le scénario. Donc là, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur, presque tout ce qu'il faut. On va y revenir juste après dans les défauts. Et on a un scénario qui est vraiment très très bon, qui s'éloigne des films, qui pose de nouvelles questions sur les questions que peuvent poser les licences comme Blade Runner. Et ça, c'est intéressant. On a des aides de jeu qui sont extrêmement quali, sur du papier glacé, ça rend très bien, à table, il n'y a pas de souci. Enfin, on donne ça à nos joueurs, tout le monde est content, ça fait une immersion qui marche bien, il y a toujours les scènes de crime à analyser, il y a plein de PNJ qui sont là, il y a plein de PNJ qui reviennent, notamment Coco, le légiste, etc., sans spoiler trop. Par contre, j'ai un souci, moi, dans ma boîte, alors je sais pas si c'est le cas de toutes les boîtes du commerce, mais dans ma boîte, j'ai un souci, c'est qu'on a une aide de jeu qui arrive au début du scénario, et une aide de jeu qui revient un peu plus tard dans le scénario, on en donne une autre, on en trouve une autre, et il y a une différence entre les deux. Sauf que dans la boîte que j'ai, moi, bah, il y a pas de différence entre les deux. Ils ont imprimé 2 fois les mêmes. Enfin, en tout cas, moi, dans la boîte, j'ai 2 fois la même. Ce qui pose souci parce que si je fais jouer cette boîte telle qu'elle est, bah, il y a une piste les joueurs pourront pas la trouver, en fait, si je leur donne pas l'indice moi-même. Et c'est dommage, quand on prend un jeu avec des aides de jeu comme ça, bah, on a envie que les joueurs fouillent dedans, ils ont envie de fouiller dedans, ils ont envie de trouver les pistes par eux-mêmes. Et là, du coup, bah, c'est quelque chose de flagrant, mais ils peuvent pas la trouver. Ils peuvent pas la trouver. Techniquement, c'est impossible. Puisque la différence entre les 2 aides de jeu n'existe pas, donc ils peuvent pas trouver la piste. Et en plus, c'est pas n'importe quelle piste, c'est une piste qui est extrêmement importante dans le scénario. Donc ça pose souci. Ça pose un vrai souci. Alors, je sais pas si toutes les boîtes sont comme ça, donc je vais pas vous dire qu'il faut pas acheter la boîte parce qu'elle marche pas. C'est pas du tout ce que je dis, mais attention, parce que je sais pas si toutes les boîtes sont comme ça. Mais moi, la mienne, en tout cas, en l'état actuel, il faut trouver une combine pour changer cette de jeu ou donner la piste autrement. Cette tête de jeu ne sert plus à rien du coup, ce qui est dommage. Et c'est toujours un peu embêtant. Voilà. Bon, après, c'est des choses qui arrivent, c'est des soucis d'impression, de relecture, je n'en sais rien. Mais c'est des choses qui arrivent. Sinon, en dehors de ça, on a tout ce qu'il faut pour jouer. Le scénario est très très bon.
J'avais un peu peur après le livre de base que je trouvais, très moyen, voire clairement inutile en fait, tellement le kit de démarrage était complet. Là, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins complet, mais on le savait d'avance. On a une boîte qui est beaucoup plus petite, mais qui contient tout le nécessaire pour jouer, le scénario est bon. Moi, c'est tout ce que je lui demandais. Je sais que je vais prendre énormément de plaisir à le faire jouer, on risque d'en faire un AP sur la chaîne d'ailleurs, parce que j'adore cet univers et je trouve le jeu de rôle, le Blade Runner intéressant, même s'il manque un peu de mécanique spécifique, mais je trouve que le jeu de rôle est intéressant, donc on va faire sur la chaîne. Donc voilà, c'est à conseiller si vous avez aimé le kit de démarrage, bah, vous pouvez foncer, les yeux fermés, il y a pas de souci. Malgré ce petit souci d'aide de jeu, bah, de toute façon, même si c'est un défaut sur toutes les boîtes, et ben, vous trouverez bien un moyen de donner la piste autrement, il y en a plein, c'est pas un souci, c'est une enquête à monde ouvert, donc il y aura pas trop de problèmes là-dessus. Et la durée de vie pour un scénario, bah, elle est plutôt bien, c'est une grosse soirée, voire 2 petites sessions, comme vous le sentez. D'ailleurs, c'est ce qui me fait un peu doucement rigoler sur le système Blade Runner, c'est qu'on a ce système de promotion, d'humanité et tout ça. Au final, ben, le kit de démarrage, il fait une grosse session, la boîte là, elle fait une grosse session, donc en fait, l'XP qu'on gagne entre les sessions ne nous sert pas à grand chose. Mais bref, c'est un défaut qui fait que le livre de base a été fait alors qu'il ne sert pas à grand chose, je pense, de la part du Free League. Mais en tout cas, les boîtes et les scénarios sont bons, donc si vous avez adoré la première boîte, vous pouvez acheter celle-là. Si vous n'avez pas fait la première boîte, ne faites pas celle-là. Clairement, prenez le kit de démarrage parce que, c'est important de faire le kit de démarrage avant de faire ce scénario-là. Voilà, sans spoiler plus loin, c'est important de commencer par le kit de démarrage et de toute façon, c'est la première chose qu'on nous dit quand on ouvre cette boîte. Si vous n'avez pas fait le kit de démarrage, vous pouvez quand même jouer ce scénario, mais si vous avez le kit de démarrage, commencez quand même par le kit de démarrage, sinon ce scénario n'a pas beaucoup de sens en tant que tel. Si vous n'avez pas fait le kit de démarrage, c'est comme pour Alien, mais donc Alien, on avait une campagne en 3 scénarios cinématiques qui se suivaient, mais avec un fil rouge assez ténu. Là, c'est bien de les faire dans l'ordre pour que l'histoire continue. Voilà. Je spoil pas plus, j'espère ne pas en avoir trop dit. En tout cas, j'espère surtout que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si jamais vous avez acheté la boîte, dites-moi en commentaire si vous avez le même problème d'aide de jeu. Ça m'intéresse vraiment parce que pour le coup, j'en ai pas entendu parler, donc je sais pas s'ils s'en sont rendus compte chez Arcane et ça leur ressemble pas trop, ce genre d'erreur, mais ça peut toujours arriver. Pas une erreur d'impression ou autre. Donc voilà, dites-moi si vous avez la boîte en commentaire si jamais il y a ce problème d'aide de jeu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour des nouvelles aventures. Ciao, ciao.